Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous pour reparler de la gastroparésie à partir d'un atelier en fait qu'on avait mené avec mon collègue Guillaume Borcerol de Rouen également au cours donc du dernier congrès de la SFD à Toulouse. Et donc merci pour cette invitation. Voici mes liens d'intérêt. Voilà, donc j'ai repris par quelques généralités sur la gastroparésie diabétique pour rappeler que elle est définie par un ralentissement de la vidange gastrique en l'absence de toute obstruction mécanique. C'est finalement une pathologie dont la prévalence est assez mal connue. Lorsqu'on regarde les différentes études, on voit qu'il y a une grande disparité dans cette prévalence, puisque c'est quasiment du simple au double, entre 30 et 60%. Aujourd'hui, on va plutôt considérer que c'est à peu près 5% des patients qui vivent avec un diabète de type 1 et 1% des patients qui vivent avec un diabète de type 2. Mais on va le voir, c'est une affection dont le diagnostic est assez difficile et donc elle est probablement sous-estimée, souvent peu ou asymptomatique et comme c'est indiqué dans un cas sur deux, elle est complètement asymptomatique. Et puis ce qu'on va retenir également, c'est qu'il y a une grande disparité en fonction du genre et on a un sexe ratio d'environ un homme pour 4 femmes. Quelques mots de physiopathologie pour dire que c'est là encore, une physiopathologie assez complexe qui va finalement aboutir à une stase alimentaire gastrique. Mais comme on peut le voir sur ce schéma, on a différents acteurs dans cette physiopathologie. On a des anomalies au niveau du nerf vague afférent et on va avoir dans un premier temps finalement une anomalie de la motricité fondique et donc merci. Une anomalie de alors je sais pas si c'est mieux, c'est peut-être mieux de garder finalement la flèche parce que oui, pour les deux écrans. Une anomalie donc de la motricité fondique avec en fait une relaxation, une hypomotricité fondique. On a des anomalies au niveau de la motricité gastrique, hein, et on reviendra dessus puisque c'est aujourd'hui une piste thérapeutique. Ces anomalies des complexes de migration, migratoire, en fait, sont liées à la perte des cellules de Cajal. Et puis, associé à cette hypomotricité, on a au regard une hyperpression au niveau du pylore, ce qu'on appelle un pylorospasme. Et là encore, c'est un point qui est important dans cette physiopathologie et c'est aussi une piste thérapeutique. Si on regarde de façon un peu plus précisément les raisons de ces anomalies, on voit qu'on a souvent l'implication d'anomalies au niveau de la NO-synthase avec perte de la sécrétion de NO et comme on l'a vu déjà, une perte aussi des cellules de Cajal qui sont les cellules finalement responsables de la motricité autonome. Si on regarde sur le plan diagnostique, ici à partir d'interrogatoires et d'éléments dans une cohorte de 146 patients chez qui on avait confirmé la gastroparésie, vous voyez que en premier lieu, ce sont les nausées. Plus de 92% des patients se plaignent de nausées. Puis viennent les vomissements, souvent donc vomissements alimentaires qui sont plutôt décalés par rapport au repas. Puis vient les ballonnements, la sensation de satiété précoce, de plénitude gastrique, et aussi cette notion de digestion difficile, prolongée. Enfin, un certain nombre de patients sont douloureux. Pour essayer de mieux préciser ce diagnostic qui, comme vous le voyez, au départ vraiment un diagnostic clinique, et d'où l'importance de bien interroger les patients, puisque l'expérience montre que les patients font pas forcément le lien entre leurs symptômes digestifs et le diabète. Et donc, comme on peut assez facilement poser des questions sur les douleurs cardiaques, je vais dire, il faudrait être assez systématique sur la recherche de douleurs au niveau du tube digestif. On peut donc essayer d'être encore plus précis en fait dans l'évaluation de cette gastroparésie en utilisant des questionnaires qui sont aujourd'hui bien validés. Vous voyez qu'on cite 3.
Alors c'est sûr qu'ils sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Évidemment, le JT avec 36 questions, c'est pas faisable dans la pratique quotidienne, mais d'autres, tels que le TSS ou le GCSI, avec 8 ou 9 questions, permettent de bien diagnostiquer la gastroparésie. Alors on va reprendre ces différents aspects sous forme de cas cliniques. Premier cas clinique, donc c'est une patiente de 52 ans qui vient consulter parce qu'elle vomit depuis 2 mois. Elle vit avec un diabète de type 2 depuis 21 ans, elle est traitée par insuline depuis 6 ans et elle a une hémoglobine glyquée à 8,7%. Elle n'a pas de complications au niveau rétine, au niveau des artères. Elle a en revanche une neuropathie des membres inférieurs, une néphropathie débutante. Elle a un tabagisme actif, elle a une cholécystectomie. Et comme vous le voyez, elle suit un lourd traitement avec insuline, dulaglutide, prégabaline, tramadol, IPP, ramipril, aspirine. Elle vomit depuis 2 mois, quasiment quotidiennement, vomissement alimentaire avec nausées, sensation de plénitude gastrique et constipation. Elle a un IMC à 29,5. Première question, donc on peut chez cette patiente évoquer une gastroparésie diabétique et évidemment, il faut essayer aussi d'écarter d'autres possibilités de vomissement. Et donc, parmi ceux-ci, on propose, est-ce que la prégabaline, tramadol, ramipril, cardégique, analogue du GLP-1, tabac, cannabis, insuffisance rénale, grossesse, RGO, troubles du comportement alimentaire. On a ici donc une bonne série de situations qui peuvent expliquer les vomissements. Et si on regarde ceux qui sont vraiment responsables de vomissements potentiellement, bien c'est ceux qui sont soulignés, enfin qui sont en rouge en fait, le tramadol qui est l'équivalent d'opioïdes, les analogues du GLP-1 qu'on connaît bien, et puis ne pas oublier, ça les gastro-entérologues sont assez systématiques dans la recherche de cannabis, qui est aujourd'hui une cause assez fréquente de vomissement, et on verra avec un effet rémanent qui est très important, et donc c'est une question qu'il faut poser et voir mon collègue gastro-entérologue faire un dosage systématique à la recherche de cannabis dans les bilans de vomissement. Il y a l'insuffisance rénale, mais ça c'est plutôt l'insuffisance rénale avancée, la grossesse évidemment, le reflux gastro-œsophagien, les troubles du comportement alimentaire. Alors, quels sont les examens qui sont nécessaires dans le bilan de la gastroparésie? Alors, plusieurs propositions. Aucun, le diagnostic est clinique. L'endoscopie digestive haute, la coloscopie, pH-métrie, mesure de la vidange gastrique, TDM abdominal, l'écho abdominal, l'entéro-IRM et le dosage des toxiques. Alors, ce qu'on va retenir, c'est qu'évidemment, devant un tableau notamment de vomissement, mais même, je dirais, devant toute suspicion de gastroparésie, l'endoscopie digestive haute est incontournable. On revient sur la définition, c'est un ralentissement en absence d'obstruction mécanique, et donc il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'estomac responsable de la symptomatologie. Et puis vous voyez donc, deuxième élément, et peut-être que c'est un élément qu'on ne réalise peut-être pas assez souvent, qui est la mesure de la vidange gastrique. Alors, ici, on reprend les propositions d'un groupe d'experts européens qui ont été publiés et qui ont répondu à un certain nombre de questions concernant le diagnostic et la prise en charge de la gastroparésie, et vous avez en vert les pourcentages de réponse des différents participants, et vous voyez que l'endoscopie fait partie, pour la très très grande majorité des experts, du bilan systématique, puis vient la mesure de la vidange gastrique. Alors l'endoscopie retrouve comme seule anomalie la présence de résidus alimentaires, alors que la malade était à jeun depuis la veille. Vous souhaitez réaliser une scintigraphie pour mesurer la vidange gastrique. Quel critère vous fera retenir le diagnostic de gastroparésie? Première proposition, pas besoin de scintigraphie, la présence d'aliments à l'endoscopie suffit. Le temps de demi-vidange, moitié du repas test sur une scintigraphie de 80 minutes.
Ou, troisième préposition, rétention des solides supérieure à 10% à la 4e heure. Et l'élément qu'il faudra retenir, c'est celle-ci. C'est donc la présence d'une rétention de solides supérieure à 10% à la 4e heure qui signe le ralentissement de la vidange gastrique. Alors, un petit rappel sur les différentes possibilités de techniques pouvant évaluer la vidange gastrique. Donc, le gold standard, c'est la vidange gastrique scintigraphique. Donc, avec un repas marqué au technétium, on va suivre avec une gamma caméra l'évolution du bol alimentaire. Et comme on voit ici, chez les sujets normaux, eh bien, on a une vidange qui est complète dès la 3e heure. Et on voit que chez des patients diabétiques, eh bien, on va avoir des pourcentages de résidus supérieurs, largement supérieurs à 10%, qui signent le ralentissement de la vidange gastrique. Donc, une des possibilités, c'est de réaliser ces repas isotopiques. L'autre technique qui est assez utilisée, qu'on utilise dans notre centre, c'est le test respiratoire à l'acide octanoïque. Donc, ce qu'on appelle le breath test, qui est réalisé en fait avec du carbone 13. En fait, là encore, le patient est à jeun. On lui fait manger un œuf avec du pain, du beurre, un verre d'eau, et en fait, l'œuf est marqué avec l'acide octanoïque, marqué au carbone C13. Et ce carbone C13 est hydrolysé dans le duodénum, puis il est absorbé, il est oxydé dans le foie, puis il est éminé dans l'air expiré sous forme de CO2 marqué. Et donc c'est ce CO2 marqué qu'on va mesurer toutes les 30 minutes et qui permet en fait d'estimer la vidange gastrique de façon indirecte. Et comme c'est indiqué sur cette diapositive, on va avoir un temps de demi-vidange et un T-lag pour le temps de latence, c'est-à-dire donc le temps d'apparition du début du marquage, corrélé au temps du début de la vidange gastrique. Ce qui est important pour ces deux tests, c'est de s'assurer que la glycémie est au moins inférieure à 1,80 g au moment du début du test, parce que on sait que l'hyperglycémie chronique par elle-même peut ralentir la vidange gastrique et donc occasionner un faux positif. Et donc c'est un élément extrêmement important et c'est pas toujours évident. On est souvent appelé par nos collègues gastro lorsque ils sont ennuyés sur des patients qui arrivent avec 3 ou 4 grammes à jeun, où là, il faut vraiment faire baisser la glycémie avant de commencer le test. Juste ici, un petit tableau qui va récapituler les avantages et les inconvénients, principalement des deux premières techniques qui sont les plus utilisées. Vous voyez donc le test de vidange gastrique isotopique a l'avantage de mesurer à la fois la vidange des solides et des liquides. Il est plutôt assez bien corrélé avec les symptômes, même si, en fonction des études, on s'aperçoit que la corrélation vidange gastrique et symptômes n'est pas si évidente que ça. L'inconvénient, c'est la disponibilité. Clairement, les tests en médecine nucléaire, notamment dans notre centre, sont quand même pas faciles à obtenir. Et puis, il y a quand même la problématique d'une radiation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas répéter de façon importante ce test. Ce qui n'est pas le cas du test respiratoire, où là, il n'y a pas de radiation et donc potentiellement, on peut le répéter plusieurs fois chez les patients. Par contre, on peut être ennuyé dans l'interprétation, notamment chez les patients qui ont d'autres pathologies telles que l'emphysème, la cirrhose, puisqu'on a vu que le carbone C13 avait tout un parcours dans l'organisme et que ces pathologies peuvent impacter son élimination. D'autres techniques, mais je vais pas trop parler de celles-ci. D'une part, on les utilise pas dans notre centre, mais dans d'autres centres, il faut savoir que des vidanges gastriques sont évaluées soit avec des capsules, soit éventuellement par échographie. Alors, la vidange gastrique est ralentie, quelle prise en charge? Alors, on propose faire du sport, boire beaucoup d'eau, fractionner les repas, de l'érythromycine, macrogol, lopéramide, oméprazole, métoclopramide. Alors,
pour la prise en charge de la gastroparésie, classiquement, on commence par les traitements et les mesures hygiéno-diététiques. Dans l'existence d'une constipation, c'est vrai que les gastro-entérologues aiment bien travailler et finalement traiter l'ensemble des symptômes. Et donc, chez cette patiente qui est constipée, il y aura un traitement de la constipation. Si on considère que les opioïdes ne peuvent pas être arrêtés, on peut discuter, donc chez cette patiente qui a une neuropathie, donc qui est traitée par tramadol, on pourrait discuter, soit d'essayer d'arrêter le tramadol, soit d'utiliser des antagonistes périphériques des récepteurs micro-opioïdes. Équilibrer le diabète, on reviendra sur ce point. Prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, c'est vraiment là, c'est pas de la situation de notre patiente, mais c'est dans le cas évidemment de troubles digestifs chez les patients qui ont une insuffisance rénale terminale. Le premier traitement, ça va être la dialyse avant d'envisager les traitements spécifiques à la gastroparésie. Et enfin, l'arrêt du cannabis, comme on l'a déjà cité, en soulignant que l'effet réménant peut dépasser 1 an. Et donc, là encore, il faut bien interroger les patients. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, classiquement, c'est augmenter la composante liquide, éviter les graisses et les fibres, qui peuvent être responsables de BZOA. On reviendra sur ce point. Ce qu'on utilise très fréquemment, c'est le fractionnement des repas. Éviter soda et alcool. Voilà, en sachant que ces mesures hygiéno-diététiques ont un niveau de preuve assez modeste dans la littérature quand même. Mais elles constituent évidemment la première étape thérapeutique. Ce d'autant que la deuxième étape thérapeutique, si on s'intéresse aux médicaments, eh bien en France, on n'a aucune AMM pour le traitement médicamenteux de la gastroparésie. Donc c'est forcément des prescriptions hors AMM. Alors parmi ces prescriptions, ce qu'on va utiliser en fonction un peu de la symptomatologie, vomissement ou pas vomissement en particulier, donc les plus classiques, le métoclopramide, qui est un antagoniste dopaminergique, mais à la fois central et périphérique, donc qui est très intéressant sur les vomissements. Par contre, comme tous les antagonistes dopaminergiques, il expose au risque de syndrome extrapyramidal et donc une difficulté à le prescrire en continu. Autre molécule, la métopimazine, qui est un antagoniste dopaminergique également, central, mais également antihistaminique, et qui là encore expose potentiellement au syndrome extrapyramidal. La dompérinone, le motidium qu'on utilise quand même sans doute le plus fréquemment, qui est intéressant sur le plan kinétique. Par contre, faire très attention quand même sur le QT avec un électrocardiogramme préthérapeutique et sans doute également en décours du traitement puisqu'il a été rapporté des allongements du QT. C'est un peu le problème des médicaments de la gastroparésie parce que ces médicaments aujourd'hui quand même sont associés à des effets indésirables qui ne sont pas négligeables. Il y a donc eu notamment récemment, et on peut retrouver le document sur l'HAS, sur les recommandations de bonne pratique dans l'utilisation de ces médicaments antiémétiques. Autre médicament qui marchait très bien, le cisapride, c'était le prépulside, mais qui a été également retiré sur le marché à cause de l'allongement du QT. Et aujourd'hui, on a dans cette classe-là, donc les agonistes 5-HT4, le prucalopride, c'est le Resilor, je pense, mais qui n'a pas l'AMM là encore dans la gastroparésie, il a l'AMM dans la constipation. Mais vous voyez dans cette étude, on a pu observer des effets bénéfiques sur la vidange gastrique lorsque on traite par le prucalopride. Autre classe qu'on utilise là encore, sans doute dans des niveaux de gastroparésie plus importants, c'est l'érythromycine. Donc l'érythromycine, on la connaît bien, c'est un antibiotique. On l'utilise en fait pas du tout pour ses effets antibiotiques, mais en fait, elle a un effet sur les récepteurs de la motiline et donc elle va favoriser les contractions entrales. Elle n'a pas d'effet vraiment antiémétique, mais c'est surtout sur l'effet prokinétique,
avec une difficulté quand même dans sa prescription, c'est la problématique d'une tachyphylaxie, c'est-à-dire très rapidement un épuisement de l'effet, souvent décrit à partir de la 4e semaine, ce qui fait que là encore, ça va être des séquences de traitement par érythromycine plutôt que des traitements continus. De nouveau, un warning sur l'électrocardiogramme. Il y a un risque d'allongement du QT de torsade de pointe. Et un autre aussi problème de l'érythromycine, c'est ces nombreuses interactions médicamenteuses, en particulier donc via l'inhibition du cytochrome P453-4. C'est surtout le problème avec les statines. Ça, il faut être extrêmement vigilant chez les patients qui souvent sont multicompliqués, qui peuvent avoir des statines déjà à forte posologie. Attention avec l'érythromycine parce qu'on va augmenter l'exposition aux statines et le risque de rhabdomyolyse. Donc ici, juste pour montrer que la perfusion d'érythromycine, donc c'est plutôt un effet plus favorable par voie intraveineuse. Et ici, on a montré que la perfusion intraveineuse d'érythromycine était associée à une augmentation des complexes de migration. Autre molécule qu'on utilise également en dehors d'AMM, en fait, ce sont les antagonistes 5-HT3, donc c'est l'endozétron et le granisétron, donc on connaît peut-être mieux sous Zofren, Kytril, qui sont surtout en fait des traitements de vomissement, notamment induits par les chimiothérapies. Mais c'est vrai que chez certains patients chez qui on n'arrive pas à soulager les vomissements, on peut être amené à utiliser ces molécules. Là aussi, attention, une surveillance sur l'allongement du QT. Donc si on revient à notre consensus d'experts dans le traitement, eh bien, pour 85% d'entre eux, c'est la diététique et les mesures hygiéno-diététiques dans un premier temps. Puis vient les prokinétiques, donc surtout les 5-HT4 antagonistes, et puis également donc les antiémétiques, les antagonistes dopaminergiques. Donc on continue avec notre patiente. Elle continue de vomir. Là, elle a perdu elle a perdu près de 15 kilos. Elle est assez réfractaire à l'ensemble des prises en charge thérapeutiques. Et donc, on est amené à discuter chez elle un support nutritionnel. Et donc, quelques points sur ce support nutritionnel. Comment on peut l'envisager? Donc, soit des compléments alimentaires oraux, une sonde nasogastrique, une gastrostomie, une sonde nasogéjunale, une jéjunostomie, une nutrition parentérale sur PICC-line ou une nutrition parentérale sur cathé central. En fait, ce qu'on va retenir, c'est que dans le cas de la gastroparésie, il faut vraiment chanter l'estomac. Et donc, c'est soit une jéjunostomie, soit une sonde nasogéjunale pour le support nutritionnel. Après, le support nutritionnel, il est assez classique. L'indication, c'est généralement lorsqu'on a une perte de poids de plus de 10%. Et puis, on va utiliser des formules polymériques assez standards. Là, c'est un protocole qu'on peut être amené à utiliser, mais qui est assez, je dirais, standard dans l'utilisation de support nutritionnel. Combien de temps? Là, on n'a pas vraiment de consensus sur la durée. C'est vraiment l'évolution pondérale qui va dicter la durée du support nutritionnel. Voilà pour ce premier cas clinique. Surtout pour aborder, je dirais, plutôt les aspects gastro-entérologiques. Le deuxième cas clinique, ça va être un cas clinique un peu plus diabétologique, puisqu'en fait, c'est une patiente qui va présenter une hypoglycémie sévère dans les suites immédiates d'un bolus et d'un début de repas. Donc, c'est une patiente qui a un diabète de type 1, qui est plutôt multicompliqué quand même, avec une rétinopathie, maculopathie, une néphropathie débutante, qui a une hémoglobine glyquée qui est à 9% et qui est traitée par pompe Medtronic 640G Kelter & Knight, c'est-à-dire avec un système qui prévient, avec l'arrêt avant hypoglycémie, donc pour la protéger vis-à-vis de l'hypoglycémie, mais malgré cela, elle est adressée pour une hypoglycémie sévère. Alors, je ne sais pas si on voit pas très bien du tout les courbes. J'en suis désolé, mais
Donc ici, c'est courbes de mesure continue de glucose. Et ce qui va être assez intéressant dans ce graphique, en fait, malheureusement on voit pas grand-chose, mais on s'aperçoit que assez régulièrement, la pompe s'arrête juste après le bolus, notamment lorsqu'elle est dans des glycémies, normoglycémies avant le repas, elle fait son bolus d'emblée, la pompe s'arrête à plusieurs reprises. Et donc, ça traduit, là encore, une possible gastroparésie parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde la mesure continue de glucose, on a finalement deux profils assez différents qui peuvent suggérer l'existence d'une gastroparésie. On a, et c'est le cas de notre patiente, ce qu'on appelle les hypoglycémies postprandiales précoces, ce que certains auteurs décrivaient aussi les hypoglycémies gastriques, qui sont en fait donc, comme le nom l'indique, une hypoglycémie qui arrive très rapidement au début du repas. Et c'est un profil glycémique qui est assez différent d'un autre profil qui également doit faire penser à un ralentissement de la vidange gastrique, qui est celui d'une hyperglycémie postprandiale prolongée. Cette hyperglycémie postprandiale prolongée a été documentée dans cette étude où on a réalisé des repas tests en séparant les patients qui avaient une vidange gastrique normale et ceux qui avaient une vidange gastrique ralentie. Et on voit que chez les patients qui ont une vidange gastrique ralentie, c'est-à-dire donc la courbe avec les petits carrés noirs, on a clairement une hyperglycémie qui se prolonge et qui est plus élevée en fait que chez les patients qui n'ont pas d'anomalie de la vidange gastrique. Si on revient à notre patiente, on lui a fait donc un test de vidange gastrique, donc un Brest test, et elle a en fait une gastroparésie qui est pas majeure, mais qui touche à la fois le temps de latence, et ça colle bien avec la notion d'hypoglycémie précoce, et également en fait le temps de demi-vidange qui est modérément augmenté. Et quand on va regarder dans ses réglages de pompe, on va constater qu'elle a une vitesse de bolus, donc dans son dispositif, qui est une vitesse de bolus rapide. Et ça, c'est un élément aussi important à prendre en considération chez les patients qui ont une gastroparésie, c'est de considérer la vitesse de bolus parce que en fonction des réglages des pompes et en fonction même des pompes, on a des vitesses de bolus qui sont assez différentes. Et là, pour citer que Medtronic, vous avez le choix entre une administration de 15 unités par minute ou de 1,5 unités par minute. Donc évidemment, en termes de durée d'injection, c'est assez différent. Et chez cette patiente, on a considéré que c'était probablement ce réglage rapide qui était à l'origine de son hypoglycémie sévère. Et ça a bien été démontré en étude de Clan que la durée d'injection du bolus était très importante sur l'efficacité du bolus. Ici, on a comparé un bolus de 15 unités de Lispro réalisé soit en 30 secondes, soit en 10 minutes. Et lorsqu'on fait le Clan, on s'aperçoit que l'effet maximal, en fait, le différentiel d'effet maximal est de 30 minutes. Autrement dit, lorsque vous faites votre bolus en 30 secondes, vous avez un effet maximal 30 minutes plus précocement que lorsque vous faites votre injection en 10 minutes. Donc là encore, chez une patiente qui a une possible gastroparésie, on va plutôt proposer de réaliser des bolus prolongés et donc des durées d'injection prolongées. C'est ce qu'on a proposé. Malheureusement, je pense que ça ne va pas passer beaucoup mieux, mais en utilisant donc un réglage de bolus chez cette patiente, donc passer de rapide au réglage standard, c'est-à-dire 1,5 unités par minute, eh bien, on a moins d'arrêt avant hypo avec ce réglage de la pompe. Donc, c'est sans doute un des messages sur lequel on reviendra, et peut-être demain sur la médecine de précision, c'est typiquement, je pense, ce type d'élément
où en ayant des données de vidange gastrique, on va être finalement plus précis dans les réglages d'une pompe ou d'une boucle qu'on pourra voir par la suite. Ce qui est décrit dans la littérature chez les patients qui ont des gastroparésies, c'est l'utilisation des bolus duo. Donc, plutôt l'utilisation des pompes et plutôt l'utilisation des bolus duo. Donc, dans cette étude, en fait, le protocole, c'était des patients qui avaient une gastroparésie documentée. Et le protocole proposé, c'était de réaliser le bolus 10 à 15 minutes après le début du repas, ou dès que la glycémie augmentait. Et le bolus était réalisé sous forme donc duo, avec 10 à 20% en flash et 80 à 90% en 4 à 6 heures. Et en utilisant ce protocole, on a une augmentation significative des paramètres de glycémie en mesure continue de glucose, avec une augmentation du tir, moins d'hypoglycémie, moins d'hyperglycémie. Donc là encore, c'est une option thérapeutique qu'on peut proposer aux patients, l'utilisation des bolus duo. Alors, la patiente est de nouveau hospitalisée, elle a des vomissements, d'anorexie, douleur abdominale, et on découvre en fait un bézoard. Bon, j'ai agrémenté, c'était pas la réalité, hein, mais juste pour dire que le bézoard, c'est une complication de la gastroparésie, qui est rare, heureusement, mais qui, là encore, nécessite des prises en charge un peu particulières. On a souvent besoin du gastroentérologue, puisque souvent le traitement, on va dire, médical simple est souvent insuffisant. Donc, c'est l'essai à jeun, c'est les boissons gazeuses et l'érythromycine, et puis souvent, comme je disais, plutôt aussi quand même l'utilisation du fractionnement endoscopique. Ici, troisième cas, rapide, juste pour dire que chez cette patiente qui a une gastroparésie, là encore documentée par une vidange gastrique ralentie à 200 minutes, qui a également, parce que c'est souvent le cas, un diabète multicompliqué, et bien finalement, l'utilisation d'un système de boucle, enfin de pompe avec capteur et d'arrêt avant hypoglycémie permet un équilibre qui est somme toute pas si mauvais que ça. Et là encore, ce qui est intéressant chez cette patiente, c'est qu'elle utilise les bolus duo. Alors pas systématiquement, c'est là aussi où souvent les patients s'approprient bien leur prise en charge, parce que ça va dépendre des quantités caloriques qu'ils vont prendre, puisqu'il y a l'idée aussi de fractionner les repas. Mais lorsque les repas sont assez conséquents, et bien volontiers, ils utilisent les bolus duo. Quelques mots pour terminer sur les traitements innovants. Les traitements innovants, c'est le GPOM. Donc c'est une myotomie sous-muqueuse en fait au niveau du pylore. Hein. Comme on l'avait dit précédemment, il y a une hyperpression au niveau du pylore. Donc l'idée c'est de lever cette hyperpression. C'est une technique qui est en pleine évolution, qui est en train un petit peu de suppléer les injections de toxines botuliques, mais qui nécessite encore une évaluation. Donc ici, juste pour dire que les premières études sont encourageantes avec une amélioration des scores de gastroparésie. L'autre traitement, c'est le pacemaker, la stimulation gastrique électrique, et donc de discuter de l'essai clinique qui a été réalisé en France, donc chez les patients qui avaient une gastroparésie diabétique, et de voir, donc l'idée c'est d'avoir cette stimulation électrique, et on a pu montrer que globalement il y avait quand même à peu près 40% des patients qui étaient soulagés par ce dispositif. Ce qui est intéressant, ce qu'on va retenir, c'est que c'est une technique intéressante pour les vomissements. On a vraiment une fréquence diminuée des vomissements avec le pacemaker, et de façon un petit peu surprenante, c'est à la fois chez les patients qui ont une vidange ralentie et ceux qui n'ont pas de vidange ralentie. Et donc, pour reprendre ce consensus, vous voyez, là encore, dans les différentes techniques, après les traitements médicamenteux, on reprend la stimulation électrique, les injections de Botox, et également donc le GPOM.
pour terminer, dernière minute, c'est quelques mots sur la boucle fermée, parce que là aussi, c'est l'innovation dans la prise en charge du diabète. Aujourd'hui, on a très peu de données dans la littérature. On a une étude en cours avec le système Medtronic. On a quelques études où on collige des observations. Parce qu'on va retenir que sur ces observations, on a majoritairement une bonne évolution des paramètres de l'équilibre glycémique. Dans cette étude où on a colligé 5 patients, donc c'est une très petite série évidemment, mais on a quand même des tirs qui augmentent de 55 à 73% à 6 mois, et avec des temps d'hyperglycémie qui diminuent de façon assez intéressante. De la même façon, dans cette étude, pareil, on a des patients diabétiques de type 1 multicompliqués, avec une gastroparésie avérée, déjà traitée médicalement, voire même avec des traitements plus sophistiqués. Et on voit ici, vous voyez, avec la boucle fermée, des améliorations spectaculaires du temps dans la cible et de l'hémoglobine glyquée. Petite série française qui est intéressante parce que là encore, elle montre que les patients sous boucle fermée améliorent leurs données glycémiques, mais ce qui est sans doute une des premières études a montré que la symptomatologie était améliorée en fait par la boucle fermée, c'est-à-dire que le score de GCSI, qui est un marqueur, enfin un paramètre permettant de scorer la gravité de la gastroparésie, était nettement amélioré avec la boucle fermée. On a des pompes qui peuvent répondre à cette problématique de gastroparésie, notamment la Tesline qui permet des bolus prolongés et la CAM-APS qui a cette possibilité d'utiliser des bolus prolongés sur 3 à 4 heures. Et pour finir, ce patient, on a là aussi avec une gastroparésie très très sévère et qu'on a pu équiper finalement successivement d'abord d'un pacemaker puis d'une boucle fermée et qui finalement, bon, c'est pas parfait, il y a toujours une variabilité glycémique importante, mais globalement, on a pu, grâce à cette thérapeutique, améliorer de façon assez intéressante son équilibre glycémique. Voilà, pour finir, donc, il faut sans doute bien interroger nos patients sur ces symptômes digestifs. Essayer d'explorer, là encore, le plus possible, parce que derrière, il peut y avoir une prise en charge diabétologique plus spécialisée, plus individualisée. Et enfin, on a de nouvelles thérapies qui sont en cours et qui sont intéressantes à évaluer. Voilà, je vous remercie de votre attention.